Bonjour à toutes et à tous. Posséder un bien immobilier à l'étranger, c'est un rêve qui devient de plus en plus accessible pour beaucoup de monde. Mais attention, derrière ce projet, il y a une réalité fiscale assez complexe. On va décortiquer ensemble les règles essentielles pour que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar avec le fisc. Alors on peut s'imaginer la scène, hein. Un petit appartement avec une vue incroyable sur l'acropole, une maison pour les vacances à Chypre ou pourquoi pas un investissement locatif quelque part en Amérique, ça fait rêver. Et justement, ces dernières années, ce qui semblait être un projet lointain est devenu une réalité bien tangible pour pas mal de gens. L'attrait est là, le potentiel économique aussi, c'est un vrai projet de vie qui se concrétise. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce que derrière l'excitation de l'achat, il y a une réalité incontournable, le fisc israélien. Quand on est résident fiscal en Israël, eh bien on a l'obligation de déclarer et de payer des impôts sur tous ses revenus, peu importe où ils sont générés sur la planète. Et ignorer ça, c'est vraiment une erreur qui peut coûter très très cher. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que la gestion fiscale, ça ne commence pas au moment où le premier loyer tombe sur le compte. Non, non. Ça commence bien avant, même avant de signer le contrat d'achat. Une bonne planification, c'est la toute première clé du succès. Et là, il y a deux questions qui doivent tout de suite venir à l'esprit. Premièrement, est-ce qu'Israël a signé une convention fiscale avec le pays où on achète? C'est absolument essentiel pour éviter de se faire taxer deux fois. Et deuxièmement, comment va-t-on détenir ce bien? En nom propre, directement, ou bien via une société? Ce tableau, il illustre bien ce choix fondamental. Pour la grande majorité des investisseurs, détenir le bien en nom propre, c'est la solution la plus simple, la plus directe. Monter une société à l'étranger, du genre une LLC américaine, ça peut paraître sophistiqué, mais en réalité, ça crée une complexité fiscale énorme. Franchement, pour un ou deux appartements, le jeu n'en vaut généralement pas la chandelle. On passe maintenant à une question cruciale, une question sur laquelle beaucoup d'investisseurs se trompent. À quel moment, très précisément, est-ce qu'on devient obligé de faire une déclaration au fisc israélien? La réponse est simple, probablement bien plus tôt que ce que la plupart des gens imaginent. Il ne s'agit pas d'attendre d'atteindre un certain niveau de profit, non. L'obligation, elle est automatique et elle est déclenchée par des seuils très clairs. En fait, il y a deux situations qui déclenchent tout. Cas numéro 1. Dès le tout premier shekel de loyer encaissé, l'obligation de faire une déclaration annuelle est immédiate. Il n'y a pas de montant minimum. Et cas numéro 2, même s'il n'y a aucun revenu locatif, si la valeur totale de tous les actifs qu'on détient à l'étranger dépasse un certain seuil, il faut aussi déclarer. Et ce fameux seuil, le voici. Pour l'année 2024, il est fixé à 2 086 000 shekels. Donc si la valeur du bien, plus d'autres actifs à l'étranger, dépasse cette somme, la déclaration annuelle devient obligatoire. C'est un point que beaucoup ignorent, mais il est absolument fondamental. Bon, une fois que les loyers commencent à rentrer, une autre décision, et pas des moindres, se présente. Comment est-ce que ces revenus vont être imposés? Il y a deux grandes voies possibles, et le choix qu'on fait a un impact direct sur le montant final de l'impôt à payer. D'un côté, on a un régime qui a l'air simple, un taux fixe de 15% sur le revenu brut. Le brut, c'est le total des loyers encaissés sans rien déduire. De l'autre côté, il y a le régime du taux marginal. Là, le revenu net est ajouté aux autres revenus et il est taxé selon les tranches d'imposition habituelles. Regardons ce tableau de plus près. Le régime à 15% sur le brut, ça paraît alléchant. Mais attention, il ne permet de déduire aucune charge, ni les intérêts d'emprunt, ni les frais de gestion, rien. Et pire encore, il n'offre aucun crédit pour l'impôt qu'on a déjà payé à l'étranger. C'est la porte ouverte à la double imposition. À l'inverse, le taux marginal, lui, s'applique aux revenus nets, donc après avoir déduit toutes les dépenses. Et surtout, il inclut le fameux crédit d'impôt. C'est pour ça que dans la quasi-totalité des cas, c'est de loin la meilleure option. La question qui se pose, c'est donc comment ça marche concrètement, ce mécanisme qui permet de ne pas payer l'impôt une fois dans le pays où se trouve le bien et une deuxième fois en Israël. En fait, le principe est assez logique quand on y pense. D'abord, on calcule l'impôt qu'on aurait dû payer en Israël sur le bénéfice net. Ensuite, de ce montant, on vient soustraire ce qui a déjà été payé dans l'autre pays. Et hop, Israël ne réclame que le solde, s'il y en a. C'est simple et ça évite ce qu'on appelle la double peine. Ok, avançons maintenant jusqu'à la fin du cycle d'investissement, le moment de la vente du bien. Évidemment, cet événement est aussi un fait générateur d'impôts en Israël, et ça, il faut absolument l'anticiper. Le calcul de la plus-value est assez simple sur le papier. On prend le prix de vente et on soustrait ce que le bien a réellement coûté au total. Ce coût total ajusté, ça inclut le prix d'achat, les frais, les grosses rénovations, mais attention, on doit aussi en déduire l'amortissement qui a été réclamé chaque année.
Le bénéfice net qui en ressort, la plus-value, est alors taxé à 25%. Et là aussi, bonne nouvelle, le crédit d'impôt pour ce qui a été payé à l'étranger sur cette vente s'applique. Terminons avec un point qui a complètement changé la donne ces dernières années. L'idée qu'on pourrait passer sous les radars du fisc, c'est devenu une illusion, et une illusion très dangereuse. Pendant très longtemps, certains ont pu se dire « Bon, ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger. Le fisc israélien n'a aucun moyen de savoir. » Sauf que cette hypothèse est maintenant complètement fausse. La raison, elle a un nom, le CRS, ou Normes communes de déclaration. C'est un accord mondial qui oblige les banques de presque tous les pays à transmettre automatiquement les informations sur les comptes détenus par des non-résidents à leur pays d'origine. Pour faire simple, le fisc israélien sait que quelqu'un a un compte bancaire à l'étranger pour recevoir ses loyers. Et les conséquences, si on ne déclare pas, elles sont vraiment sévères. On ne parle pas juste d'un petit redressement fiscal. On parle de risques de poursuites pénales pour évasion fiscale, d'amendes et de pénalités qui peuvent être énormes, et de difficultés quasi insolubles le jour où on veut rapatrier l'argent de la vente en Israël. Le point essentiel à retenir, c'est donc celui-ci. Naviguer dans toute cette complexité, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Se faire accompagner par un spécialiste de la fiscalité internationale, ce n'est pas une dépense superflue, c'est un investissement indispensable pour protéger et sécuriser son projet. Ce qui nous amène à la question de fin. Un bien à l'étranger peut être très rentable sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est vraiment sécurisé sur le plan juridique et fiscal ? Au final, un investissement n'est vraiment réussi que s'il est géré correctement sur tous les fronts. Et comme on vient de le voir, le front fiscal, c'est probablement le plus important.